Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. La CAQ est dans sa 7e année. Au cours des 6 années, il y en a qui rient, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de motifs pour rire de ça. Parce que dans les 6 années, ils ont abandonné Québécoises et Québécois dans le système de santé. La presse, ce matin, bouleversée. M. Filion, 66 ans, c'est un mécanicien. Il est retraité. Il souffre. Pourquoi? Il attend depuis 2 ans une chirurgie pressante pour sa hanche droite. Il témoigne ce matin dans la presse de l'échec du premier ministre en santé. Il est atteint donc, Madame la Présidente, il ne peut plus faire de marche. Il monte et descend les escaliers en s'accrochant à la main courante. La douleur le réveille la nuit. Il a affirmé « Je veux profiter de ma vie à la retraite. Ce sont des années qui me sont enlevées. » Aujourd'hui, il y a moins de salles d'opération, Madame la Présidente, aujourd'hui, en fonction qu'il y en avait avant la pandémie. Avant la pandémie, c'était 469. Aujourd'hui, c'est 382. 162 000 Québécoises et Québécois sont sur la liste d'attente d'une chirurgie. Ce qui fait dire à la docteure Nancy Roy, chef de service de chirurgie générale au CIUS de l'Outaouais, les excuses habituelles des vacances d'été, des fêtes, de la relâche ne tiennent plus la route en novembre. Les médecins spécialistes veulent opérer, mais n'ont pas de salle d'opération. Ça, c'est la responsabilité du premier ministre. Pour les 2 dernières années qui lui restent, il répond quoi, M. Filion? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, on pourrait faire le bilan des 6 années. Je ne reviendrai pas sur le bilan économique où on a été bien mieux que l'ancien gouvernement libéral. Maintenant, parlons du réseau de la santé. Rappelons-nous ce qu'a laissé le gouvernement libéral, un réseau de la santé où il y avait eu des coupures, où tout le monde était démotivé. Bon, évidemment, dans le premier mandat, COVID, pour sauver des milliers de vies, on reporte des chirurgies. On est encore en train de faire du rattrapage. Mais comme je l'ai souvent dit, Madame la Présidente, on n'arrivera jamais, jamais, jamais à avoir un réseau de la santé efficace tant qu'on n'aura pas des nouvelles conventions collectives avec les infirmières et avec les médecins. Bonne nouvelle, Madame la Présidente, la semaine dernière, enfin, après 1 an et demi à demander plus de flexibilité aux syndicats des infirmières, à demander qu'on puisse déplacer les infirmières là où les besoins sont les plus pressants, entre autres pour des chirurgies, ce qui était une demande du syndicat des spécialistes, des médecins spécialistes. On a réussi à avoir une entente, ce que jamais les libéraux ont réussi à faire. Donc, première étape, là, très importante, ça va prendre peut-être 2-3 mois avant qu'on puisse signer les documents, mais ça va faire des grands changements dans le réseau. Première complémentaire. Les grands changements dans le réseau, Madame la Présidente, M. Filion, il en fait les frais. C'est l'heure des bilans pour le gouvernement du premier ministre. Ça fait 6 ans révolu. Il est dans sa 7e année. Il ne lui en reste que 2. Ce matin, on apprend qu'il n'a pas les moyens de subir une opération à la hanche, M. Filion, au privé. Son médecin de famille l'a référé à sa demande à un orthopédiste de l'hôpital de Hawkesbury, en Ontario. L'attente pour l'intervention serait de 6 à 8 mois. Il aime ça se comparer avec l'Ontario, le premier ministre? Es-tu fier de son bilan? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je l'expliquais, on a une première partie très importante de fait, que jamais aucun gouvernement depuis 25 ans a réussi, c'est-à-dire aller chercher de la flexibilité avec les infirmières, ce qui devrait être l'ABC de la bonne gestion, pouvoir déplacer les infirmières là où les besoins sont plus urgents. Maintenant, Madame la Présidente, je ne vous apprendrai rien qu'on est en négociation avec les 2 syndicats de médecins, incluant le syndicat des médecins spécialistes. Ce syndicat des médecins spécialistes nous disait, pour pouvoir mieux opérer de façon plus efficace, on a besoin de l'entendre. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente,
il y a toujours une excuse pour la CAQ. Voilà. Toujours une excuse pour la CAQ. Puis là, il y a 2 semaines, le ministre de la Santé disait, bien, l'excuse, c'est le vieillissement de la population. Comme si on ne sait pas ça depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans. Madame la Présidente. En ce sens-là, ils ont déposé en 2021 un plan de... Vous connaissez la règle? Il y a une seule personne qui a droit de parole ici, c'est le chef de l'opposition officielle. Vous gardez le silence, vous l'écoutez. Poursuivez. Un plan de rattrapage, chirurgie, plus d'1 an d'attente, 2021, échec. 22, échec. 23, échec. Ce sont leurs plans. C'est ça que vaut leur parole, échec. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, encore récemment, le syndicat des médecins spécialistes disait « c'est important d'avoir l'entente avec la FIC, avec le syndicat des infirmières, pour qu'on puisse déplacer des infirmières dans des salles de chirurgie. » On a obtenu cette entente. Évidemment, ça va prendre quelques mois avant que ça soit mis en place, ce qui est normal. Par contre, le discours du syndicat des spécialistes est en train de changer en disant « on voudrait avoir d'autres choses aussi ». Écoutez, je pense que les médecins spécialistes peuvent en faire plus dans les chirurgies, puis on va continuer de négocier, on baissera pas. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, les 162 000 Québécoises et Québécois qui sont sur la liste d'attente, dont M. Filion, qui en est réduit à aller en Ontario pour avoir le service, il ne veut pas entendre les excuses du premier ministre quand ça fait, lui, 6 ans révolus qu'il est là. Ce que veut entendre les 162 000 Québécoises et Québécois, M. Filion, qui souffre, qui est à la retraite, il a 66 ans, il a travaillé toute sa vie, payé des taxes toute sa vie, Madame la Présidente, puis il n'est pas capable d'avoir les services. Pour ces 2 dernières années, il va faire quoi? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le gouvernement libéral a été au pouvoir pendant 15 ans. Donc, il y a eu plusieurs négociations avec les syndicats d'infirmières, avec les syndicats de médecins. Et à chaque fois, Madame la Présidente, à chaque fois, le gouvernement libéral a baissé les bras, a refusé d'exiger plus d'efficacité de la part des infirmières, plus d'efficacité de la part des médecins spécialistes, plus d'efficacité, plus de prise en charge de la part des médecins de famille. Contrairement au Parti libéral, nous, on va avoir le courage de faire les changements nécessaires dans le réseau de la santé. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Après 6 années complètes au pouvoir, là, je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier le fait qu'il y a des patients qui attendent 3 ans pour une chirurgie du genou. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier qu'en novembre, il va y avoir une seule salle d'opération ouverte à l'hôpital de Gatineau. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier que dans nos hôpitaux au Québec, il y a moins de salles d'opération ouvertes depuis qu'il est ministre. Je me demande comment le ministre peut justifier qu'on a exactement le même nombre de chirurgies qu'avant ces multiples plans de rattrapage. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier que des patients attendent 8 mois avant de commencer des traitements de cancer. Je me demande comment le ministre de la Santé peut justifier qu'il y a 836 patients atteints de cancer qui attendent depuis 2 mois pour leur chirurgie, alors que lui-même nous dit qu'il ne devrait y en avoir aucun. Je me demande comment le ministre de la Santé il peut justifier le fait qu'il y a presque 1 million de Québécois qui attendent pour une consultation avec un spécialiste. Est-ce qu'il y a des explications à nous donner un matin ou est-ce qu'il va nous référer à Santé Québec? La réponse du ministre de la Santé. Discussion de bon niveau. Mais c'est correct, ça fait partie de l'opposition, puis je vais y aller. Madame la Présidente, je veux juste être clair pour que les Québécois nous entendent ce matin, en continuité avec ce président. Madame la Présidente. Monsieur le leader de l'opposition officielle, quelle est votre question de règlement? Qu'il retire bas niveau. J'ai l'impression entendu bas niveau, Madame la Présidente. Ce sont des propos blessants. On parle du monde qui souffre. Monsieur le leader du gouvernement, brièvement. Que je partage également. L'opposition est capable de faire un meilleur travail avec une plus grande... Je suis debout. Merci. Je vais trancher. 1, je n'ai pas entendu. 2, soyez respectueux les uns avec les autres. Je veux entendre les explications du ministre. Il vous reste 1 minute et 3 secondes. Madame la Présidente, j'ai déjà eu beaucoup de respect pour le député de Pontiac, mais je reconnais maintenant que c'est chose du passé. Très bien. Alors, Madame la Présidente,
Monsieur Lida. Alors, le respect, ça commence par s'écouter les uns les autres. Les questions sont importantes, les réponses aussi, et vous devez demeurer silencieux. C'est dans votre règlement que j'applique. Monsieur le ministre, poursuivez. Alors, ceci étant dit, Madame la Présidente, je vais être très clair pour que les Québécois comprennent. Avec ce que le premier ministre vient de dire, il est très clair que la FMSQ, en ce moment, est en train de mettre la négociation dans le jeu. Et je vais m'expliquer pour que tous les Québécois comprennent aujourd'hui. La FMSQ avait demandé dans les derniers mois de s'assurer qu'on ait le nombre d'infirmières nécessaires pour ouvrir les blocs. C'est exactement ce qu'on a obtenu. Il y a un fonds qui a été mis, 400 millions, par l'argent de l'IPAM pour être disponible. Moi, ce que j'entends depuis quelques jours, malgré le règlement de l'IPAM qui prévoit 400 millions pour les infirmières maintenant que l'entente est signée avec la FIC, bien là, peut-être que la FMSQ, puis je veux juste être certain que ce n'est pas ça qu'ils disent, mais hier, on m'a appelé pour me dire que peut-être le 400 millions, il ne serait pas disponible jusqu'à temps que la négociation soit terminée. C'est ça complémentaire. Voici la réalité que vivent des femmes au Québec. Là. Il y en a plus que jamais qui attendent pour leur chirurgie du cancer du sein. Dans certaines régions, ces femmes-là, elles ont attendu 1 an pour passer une mammographie. Dans ces mêmes régions-là, elles se butent à des salles d'opération dans les hôpitaux publics qui sont fermés et qui empêchent qu'elles aient leur chirurgie. Ces femmes-là, là, elles souffrent, elles sont inquiètes et elles n'ont pas les moyens de se payer les échecs du ministre de la Santé. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je vais avoir beaucoup d'empathie pour tous les cas qui vont m'être présentés comme c'est depuis la pandémie. Toujours. Par contre, chacun doit prendre ses responsabilités. Ici, j'en appelle à la FMSQ, surtout aux syndicats. Je ne parle pas des médecins, là. Je parle de tactiques de négociation syndicale pour prendre la population en otage pour que les négociations avancent selon eux. Le Parti libéral a joué dans ce jeu-là, Madame la Présidente, pendant des années. On ne fera pas ça, nous. Nous, ce qu'il faut, c'est protéger les patients, puis on n'acceptera pas que les négociations soient faites de la façon dont les libéraux l'ont fait pendant des années. Pas de bravo, vous connaissez la règle. Deuxième complémentaire. Ça, c'est un objectif partagé, que tout le monde prenne sa responsabilité, incluant le ministre de la Santé. La responsabilité ministérielle, c'est la sienne. Alors, quand il y a des patients là, qui doivent retourner en chimio après leur opération parce que le cancer a progressé pendant qu'ils attendaient sur des listes d'attente, c'est sa responsabilité. Quand il y a des patients atteints du cancer du côlon qui doivent aller aux urgences pour des occlusions parce qu'ils attendent depuis tellement longtemps leur chirurgie, c'est sa responsabilité. Est-ce qu'il peut la prendre, sa responsabilité? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que mes responsabilités à la santé, je les ai prises depuis plusieurs années. Et il y a une chose qui est très claire, Madame la Présidente, on fait plus de chirurgie en ce moment qu'on en faisait à la même époque l'an dernier et l'autre année. Les statistiques sont claires. Notre enjeu, c'est le nombre de salles d'opération et c'est pour ça qu'on est content d'avoir réglé avec la FIC, mais il faut que la FMSQ suive. Et la FMSQ, il y a un bloc de 400 millions qui est disponible. J'ai très hâte d'entendre le docteur Oliva de clarifier aux Québécois que cet argent est disponible maintenant pour qu'on puisse ouvrir les blocs opératoires. J'ai très hâte de l'entendre, d'éviter la confusion qui s'est communiquée sur les marchés au cours des derniers jours. Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, les consultations pour la révision des zones inondables se sont terminées la semaine dernière, alors que la majorité des cartes n'étaient même pas disponibles. On constate, encore une fois, une action gouvernementale sans préparation et sans prendre en compte les répercussions pour les Québécois. Des Québécois qui vont voir leur maison, leur patrimoine perdre de la valeur, des Québécois qui vont avoir un problème avec leur assurance ou même qui se demandent s'ils vont pouvoir renouveler leur hypothèque. Et aujourd'hui, bien, ils font face à un mur. C'est un mur parce que les consultations elles sont maintenant fermées et pire encore, on ne leur donne aucun moyen pour contester les cartes. Dans la CMM, le seul endroit où sont sorties des cartes, bien, on constate de nombreuses aberrations, mais il n'y a aucun moyen pour les citoyens de contester. Donc, ce que je demande aujourd'hui, ce que je demande au gouvernement, bien, c'est de mettre en place un mécanisme pour demander la révision des cartes des zones inondables. Est-ce que le ministre va être à l'écoute des Québécois? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs.
Merci, Madame la Présidente. C'est une question qui est très importante et on a eu l'occasion d'apporter un certain nombre de précisions au cours des dernières semaines. 2 révisions en cours actuellement, celle des cartes des zones inondables qui, dans certains cas, n'avaient pas été mises à jour depuis plus de 30 ans. Donc, on comprend que la connaissance s'est développée au cours de ces 30 dernières années. On comprend que la réalité a changé au cours des 30 dernières années avec les changements climatiques. On a eu des épisodes très forts en 2017, en 2019, d'autres épisodes par la suite aussi. Donc, c'est un exercice qui est fondamental et j'espère que l'opposition officielle ne s'oppose pas à la mise à jour de ces cartes-là. Donc, une première réforme, et elle est à la charge des municipalités et des MRC, cette mise à jour des cartes. L'autre réforme, tout aussi importante, c'est la réglementation. Actuellement, nous sommes ou nous ne sommes pas en zone inondable. On vient ajouter des codes de risque pour justement faire en sorte que les biens et les personnes soient protégés, pour que les gens puissent savoir quel est le risque auquel ces personnes-là encourent. Donc, pour ce qui est des cartes des zones inondables, c'est un travail qui revient au MRC. La CMN n'a pas aidé, on leur a dit à l'avance en publiant les cartes avant que la réglementation soit adoptée. Première complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai pas entendu de réponse à la question précédente. Est-ce qu'on va mettre en place un mécanisme pour contester les cartes? Et ça, ce n'est pas juste moi qui le demande, le protecteur du citoyen aussi. Puis la demande spécifique du protecteur, c'est que le ministère de l'Environnement élabore et mette en place un processus simple et accessible de révision de la cartographie des zones inondables. C'est clair, les citoyens demandent ce mécanisme-là. Alors, est-ce que le ministre va le faire? La réponse du ministre. Et un des mandats de la collègue serait de transmettre une information qui est juste. Je la lis régulièrement sur les réseaux sociaux et malheureusement, elle contribue à la confusion. Ce qu'il faut savoir, ces cartes, elles ne sont pas adoptées à l'heure où on se parle pour une raison bien simple. La réglementation n'est pas adoptée. Elle n'est pas édictée, cette réglementation. Il y a des changements qui sont en cours et ces changements sont travaillés avec l'UMQ et la FQM. Et ce sera annoncé au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vraisemblablement. Donc, on ne peut pas contester une carte qui n'est pas encore adoptée. Et ce serait bien que la collègue, à travers ses communications, puisse transmettre cette information juste là aux citoyens et aux citoyennes. Deuxième complémentaire. Et comment les citoyens peuvent se positionner sur une réglementation quand ils ne connaissent même pas l'impact de ce qui va être adopté. C'est pour ça qu'on dit, d'abord, les cartes auraient dû être publiées avant la fin des consultations, mais aussi, une fois qu'elles seront publiées, il faut pouvoir les contester parce qu'il y a des aberrations. La CMM a produit des cartes, c'est la seule d'ailleurs qui l'a fait. Il y a déjà plusieurs cas qui m'ont été transmis d'aberrations. Il faut pouvoir les contester, ces nouvelles cartes-là. Est-ce que le ministre va le faire? La réponse du ministre. Beaucoup de confusion. Je le dis en tout respect dans la question posée. On ne peut pas contester quelque chose qui n'est pas adopté. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Et la consultation n'est pas terminée. Officiellement, les municipalités, les citoyens avaient jusqu'au 17 octobre pour présenter leur mémoire. Nous avons de nouveau prolongé. Les citoyens, les municipalités savent fort bien qu'ils ont encore quelques jours avant de présenter les préoccupations qui sont les leurs, qui peuvent être très légitimes dans certains cas. Et après seulement, on pourra parler de modification. Après seulement, on pourra parler d'édiction. Et à ce moment-là, les cartes pourront être présentées aux citoyens. La CMM a présenté ces cartes avant même que la réglementation soit édictée. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Madame la Présidente, c'est la 3e semaine nationale des éducatrices en petite enfance. Cette semaine, on va parler beaucoup de ces femmes pour souligner leur travail auprès de tout petits. On va dire que leur travail est essentiel, qu'elles sont indispensables, qu'elles permettent aux enfants de développer leur plein potentiel, qu'elles permettent aux parents d'aller travailler l'esprit tranquille, qu'elles sont des femmes de cœur. Mais cette semaine, elles ne veulent pas seulement qu'on lance des fleurs, elles veulent qu'on passe aussi de paroles aux actes. Elles veulent qu'on reconnaisse leur travail comme l'ont fait l'île de Prince-Édouard dans les dernières années, en les payant comme elles le méritent. Madame la Présidente, est-ce que la ministre trouve ça normal que les éducatrices de l'île de Prince-Édouard sont mieux payées que celles du Québec? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre de rectifier les faits. Les éducatrices du Québec sont mieux payées que celles de l'île du Prince-Édouard.
on va reprendre ce qui a été pris dans l'article, qui s'est basé malheureusement sur une étude qui ne faisait pas la distinction entre les heures travaillées. Présentement, quand on prend le taux horaire, parce qu'on peut comparer des pommes avec des pommes, le taux horaire d'une éducatrice au Québec, avec les offres actuelles sur la table, est à plus de 32 de l'heure. Le taux horaire d'une éducatrice à l'île du Prince-Édouard est à 30 de l'heure. Quand on ramène sur une base annuelle, il faut le ramener sur la même base. Les éducatrices de l'île du Prince-Édouard travaillent 40 heures par semaine. Celles au Québec travaillent moins de 32 heures par semaine. J'ai tenté dans la dernière négociation de les convaincre, en mettant plus d'argent, de faire plus d'heures. Mais quand on les ramène toutes sur la base de 40 heures, les éducatrices, annuellement, au Québec, font plus de 4 000 $ de plus que celles à l'île du Prince-Édouard. Ceci étant dit, on continue à négocier parce que pour nous, c'est un réseau très important. Première complémentaire. Madame la Présidente, la semaine dernière, Radio-Canada nous apprenait que le Québec avait perdu sa première place en matière de petite enfance. C'est une première en 25 ans. L'île de Prince-Édouard nous a donné une solide leçon en valorisant la profession d'éducatrice en petite enfance. Ils ont non seulement attrapé, mais ils ont dépassé le Québec. Les spécialistes parlent maintenant du modèle maritime plutôt que du modèle québécois. C'est gênant. Est-ce que la CAQ va redonner au Québec le rôle de son leader en petite enfance? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Bien, je vais réitérer ma réponse pour être capable de bien me faire comprendre. C'est inexact. Ce qui est écrit dans le journal cette semaine était basé sur une étude de l'Ontario. L'étude de l'Ontario indiquait en note de bas de page qu'il fallait le baser sur les heures travaillées, que les éducatrices au Québec, c'est sur une base de 35 heures semaine, bien qu'elles fassent plus autour de 32 et même moins. Et l'éducatrice à l'île du Prince-Édouard, c'est 40 heures semaine. 40 heures semaine. Je serais très heureuse si on pouvait conclure une entente à 40 heures semaine. Ça viendrait régler beaucoup de problèmes pour ma collègue. Donc, c'est une question d'heures travaillées. Le taux horaire au Québec est à plus de 32 $. Le taux horaire à l'île du Prince-Édouard est à plus de 30 $. Est à 30 $. On a toujours été avant-gardistes. C'est eux qui nous ont... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la décision du gouvernement de l'île de Prince-Édouard a permis d'attirer des éducatrices qualifiées, de retenir les éducatrices déjà en place, d'améliorer la qualité des services offerts aussi aux enfants. Pendant la même période, le Québec a diminué le ratio des éducatrices qualifiées, a diminué la qualité des services aux enfants de notre réseau. Madame la Présidente, gouverner, c'est faire des choix. Est-ce que la ministre va choisir nos éducatrices? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Alors, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Les éducatrices au Québec, au moment où on se parle, avec l'offre qui est sur la table, sont mieux payées que l'ensemble du reste du Canada, donc certainement que l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, quand elle a offert 50 %, c'est parce qu'elle était 50 % en arrière du Québec. Alors, on a toujours été avant-gardistes. Au moment où on se parle et la négo n'est pas terminée, les éducatrices sur une base horaire, sur un taux horaire comparable, font plus que les éducatrices de l'île Prince-Édouard. Et si le syndicat des éducatrices me dit « Madame Lebel, on signe à 40 heures », je pense que ça va aller plus vite. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pendant la dernière campagne électorale, le premier ministre nous a monté un beau grand bateau. Il nous a dit on va construire des écoles, des hôpitaux privés en face des hôpitaux publics. Tout ce beau monde-là va travailler ensemble, ça va aller super bien, ça va marcher comme sur des roulettes, puis tout le monde va se faire soigner gratuitement au Québec, super vite, à part de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 42 % des Québécois sont obligés de sortir leur carte de crédit au privé payant pour se faire soigner. Gabriel avait besoin d'une prescription, 250 $ au privé payant. Marianne a fait une otite, 300 $ au privé payant. Pascal a fait une crise d'allergie, 400 $ au privé payant. Avant que le premier ministre prenne le pouvoir, des histoires comme ça, c'était des exceptions. Aujourd'hui, sous son règne, c'est en train de devenir la règle. Avec lui, on paie nos soins de santé en double, une fois sur nos impôts, puis une fois sur Mastercard. Puis malgré tout, l'accès aux soins de santé s'est détérioré pour les Québécois et les Québécoises. Qu'est-ce que le premier ministre répond aux centaines de milliers de Québécois et de Québécoises
qui paient ces échecs sur leur carte de crédit? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je suis très content d'avoir cette question du chef de Québec solidaire, parce que je veux revenir à l'entente avec le syndicat des infirmières. Depuis 25 ans, les gouvernements qui se sont succédés auraient dû obtenir, exiger dans les négociations avec les infirmières d'avoir de la souplesse, de la flexibilité. Il me semble que c'est juste le gros bon sens que de dire si j'ai un manque d'infirmières dans un département et que j'en ai trop dans un autre, qu'on puisse transférer les infirmières. Madame la Présidente, pendant qu'on négociait avec le syndicat des infirmières, Québec solidaire était sur la ligne de piquetage avec les infirmières, avec le... Oui, puis il est fier de ça. Ce qu'on demandait, Madame la Présidente, c'est d'être capable de se donner la capacité de donner plus de services gratuits au public, aux Québécois. Et quelle était la réponse de Québec solidaire? Je suis sur les lignes de piquetage à défendre le statu quo. Hein? C'est ça, Québec solidaire. C'est défendre le statu quo. Je suis contre le changement. Je suis contre le fait qu'on demande aux infirmières d'être déplacées, d'accepter d'être déplacées là où il y a des besoins plus importants. Madame la Présidente, je suis très fier de cette entente avec la FIC, puis je pense que Québec solidaire... Première complémentaire. La petite partisanerie de bas niveau du premier ministre ne change rien au fait, Madame... Je suis debout. Alors, je vous demande de retirer bas niveau et petite partisanerie. Il est important de demeurer respectueux. Moi, je veux entendre votre question. Je veux entendre votre question. Est-ce que vous me demandez de retirer les propos qui sont les miens, qui sont les mêmes que ceux du ministre de la Santé? Juste comprendre votre directive. Je vous demande d'être respectueux les uns avec les autres et dans ce cas-ci, poursuivons dans le respect. Les Québécois, les Québécoises s'endettent sur leur carte de crédit à cause des échecs du premier ministre en santé. Le monde ordinaire, là, ils n'ont pas les moyens, eux, de payer des milliers de dollars pour se faire soigner parce que ce premier ministre échoue à réparer le système. Qu'est-ce que le premier ministre répond aux gens qui s'endettent pour se faire soigner au Québec? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, c'est tellement important d'améliorer l'efficacité du réseau de la santé publique. Mais je l'ai dit, là, je pense que ça fait au moins 10 ans, si ce n'est pas 15 ou 20, que je le répète, jamais on réussira à offrir un réseau public de santé efficace si on n'obtient pas deux choses. De la flexibilité de la part du syndicat des infirmières, puis de la prise en charge de la part des médecins. Il faut que tout le monde fasse sa part. Il faut que tout le monde soit responsable. On a besoin de faire des changements et Québec solidaire pour le statu quo. Deuxième complémentaire. Le premier ministre aime ça dire qu'il aime le Québec. Mais depuis qu'il est premier ministre, le Québec, il ressemble de plus en plus aux États-Unis. Se faire soigner selon l'épaisseur du portefeuille, c'est pas comme ça qu'on veut vivre au Québec. Les riches qui peuvent avoir accès plus rapidement à la santé, c'est pas une valeur québécoise. Où sont passées les valeurs québécoises du premier ministre? La réponse du premier ministre. J'en aurais tellement à dire, Madame la Présidente, sur la défense des valeurs québécoises. Hein? Québec solidaire qui prétend maintenant
défendre les valeurs québécoises. On aura tout vu, Madame la Présidente. On aura tout vu. Je reviens au réseau public de santé. C'est important, Madame la Présidente, de faire des changements qui auraient dû être faits depuis 25 ans. C'est important d'avoir de la souplesse. C'est important de gérer de façon efficace. Québec solidaire était sur les lignes de piquetage pour défendre les syndicats. Bien, qui vivent avec ça? En question principale. Bon, j'entends trop de monde parler. Je voudrais uniquement entendre parler le député de Rosemont. Oui, merci. Oui, on va vivre avec ça. Puis je rassure le premier ministre, il n'y a personne à QS qui va s'excuser d'être allé à la rencontre des femmes qu'il appelait lui-même ses anges gardiennes. Et je lui suggère de faire la même chose. Ça leur connecterait sur le réseau. La CAQ nous présente depuis des années le privé comme la meilleure invention depuis le pain tranché. En réalité, on a le pire des deux mondes. Le privé n'arrive pas à faire le rattrapage, puis en plus, il siphonne nos ressources au public. C'est pas moi qui le dis, c'est pas QS qui le dit cette fois-ci, c'est la Fédération des médecins spécialistes du Québec. En plus, la FMSQ donne une leçon implacable de comptabilité au ministre de la Santé. Là, ça commence à être gênant, là. Simple raisonnement comptable, dit le docteur Legault. Les blocs opératoires doivent fonctionner à pleine capacité et même plus pour qu'un rattrapage soit effectué. Ce n'est pas le cas. Fonctionnent au ralenti nos blocs opératoires. Est-ce que le ministre de la Santé va prendre ses responsabilités ou il va refiler ça à Santé Québec qui n'est même pas encore en fonction? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, pour être en... J'aurais presque envie de me demander si le député de Rosemont va être sur les lignes de piquetage avec la FMSQ. Peut-être que c'est la même approche que son collègue du chef, parce que ce que je comprends, puis je pense que les Québécois comprennent très bien en ce moment, c'est qu'on est en négociation avec la FMSQ. Et je pense qu'il faut savoir qu'en négociation, il y a des gens qui envoient toutes sortes de messages. C'en est un des messages, ça. C'est drôle, parce que les médecins spécialistes, c'est ceux qui ont envoyé des médecins au privé parce qu'ils disaient on n'est pas capable d'envoyer et d'opérer dans nos blocs opératoires. On leur a demandé qu'est-ce que ça prend. Ça nous prend des infirmières qui ont des conditions flexibles de pouvoir les déplacer. On a obtenu ça, c'est ce qu'on vient de dire. Moi, je pense que l'enjeu en ce moment, on a fait les changements avec les infirmières. Maintenant, on attaque ce qui est avec autant les deux fédérations syndicales. C'est à Québec solidaire de décider de quel bord ils veulent se placer, avec les syndicats ou avec les patients. Première complémentaire. Là où je suis ces jours-ci, c'est avec les patients et les patientes qui attendent, en raison des ratés du ministre de la Santé, qui, là, en plus, refile sa responsabilité à Santé Québec. Ça a commencé. Santé Québec n'est même pas encore en fonction, que ça a déjà commencé. Demandez à Santé Québec, c'est Santé Québec qui va s'occuper de ça, c'est plus moi. Où est-ce qu'elle est la responsabilité du ministre? Moi, je vais vous dire, son plan, il ne fonctionne pas, puis tout le monde le dit, parce que le privé, c'est un piège à contribuable. On paye deux fois, puis ça ne marche pas. Donc, Monsieur le leader du gouvernement, brièvement, quelle est votre question règlement? Madame la Présidente, le niveau de l'enquête. Bon, c'est beau, je suis debout. Les citoyens qui écoutent jugeront, demeureront respectueux les uns avec les autres, et j'aimerais entendre la réponse, s'il vous plaît, la réponse du ministre. Bien, moi, j'ai une image très intéressante qui me vient quand j'entends cette expression-là. Je pense au dîner de con. Puis dans le dîner de con, puis là, je regarde le député de Rosemont, je me dis une chose, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je veux juste finir mon point, s'il vous plaît. Madame la Présidente, aujourd'hui, ce qui est le plus drôle, c'est QS qui défend les médecins spécialistes. Je trouve ça vraiment intéressant que QS, aujourd'hui, prenne la position d'un syndicat de spécialistes qui gagne des millions de dollars par année et qui vient nous dire, moi, je prends ce parti-là. Je trouve vraiment, aujourd'hui, qu'on a un dîner de con. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, je veux vous entendre. S'il vous plaît, je veux entendre le leader. Je ne pensais pas devoir me lever pour ça, mais très clairement, le ministre de la Santé vient traiter, peut-être indirectement, mais très clairement, mon collègue de con. C'est con.
Monsieur le leader du gouvernement, c'est beau, je vais trancher. Ça va faire 1 à 1. Vous êtes parti sur ce mot-là et là, ça va déraper. On arrête ça, on revient avec le respect. Et moi, maintenant, j'aimerais entendre... Est-ce que votre réponse est terminée? Alors, j'aimerais entendre la deuxième complémentaire. Et personne ici ne se traite de con. C'est pas ça que j'ai entendu, mais en tout cas, comme il dit souvent, je vais le laisser vivre avec ça, qu'il s'arrange avec ça. Tout à l'heure, il a dit au député de Pontiac qu'il ne respectait plus. Là, il est en train de me traiter de je sais pas quoi. Moi, je veux juste dire qu'on est assez souvent pas d'accord, mais moi, j'ai encore du respect pour lui, j'ai du respect pour mes collègues ici. On est dans l'opposition. Je sais qu'il n'a pas été longtemps dans l'opposition, il n'a pas aimé ça ben puis qu'il était parti assez vite, mais c'est comme ça que ça marche ici. On pose des questions, vous répondez. Article 32, article 37, pour les gens qui vous regardent. Je suis debout, demeurez assis quand je suis debout, monsieur le leader du gouvernement. Et vous gardez le silence, tout le monde. Tout le monde, vous gardez le silence, je vous prie. C'est votre période de questions, vous perdez des secondes. Hey, youhou! On vous dérange? Messieurs, dames, demeurons respectueux les uns avec les autres. La question a été posée. Tout était conforme. La réponse. Madame la présidente, un peu comme mon premier ministre, je serais tenté de dire tellement de choses ce matin, mais je vais me retenir. Je vais me retenir, Madame la présidente. Je veux juste être clair. On a dit qu'on allait faire les changements qui sont nécessaires dans le réseau de la santé. On n'a pas terminé. Les Québécois savent qu'il faut faire les gros changements de fond. Il y a des changements qui auraient dû être faits. Je trouve ça drôle tantôt que le député disait que ça fait 20 ans qu'ils savent qu'il y a le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dessus? Rien. Ils ont fait un blocage sur le nombre de médecins à engager. Quand on est arrivé, on a augmenté le nombre de médecins parce qu'on voyait venir le mur. Ils n'ont rien fait de l'autre côté. Nous, on s'est engagés envers les Québécois, Madame la présidente, à aller faire les changements de fond. Voilà. Monsieur le leader du deuxième groupe, quel est votre rappel au règlement, je vous prie? Laissez la question se terminer pour passer à un autre sujet, mais je ne peux passer sous silence le fait que dans le brouhaha, vous ne l'avez sûrement pas entendu d'où vous êtes assise, mais le ministre de l'Environnement a traité mon collègue à plusieurs reprises de minable. C'est d'abord pas acceptable dans cette Chambre, et ensuite c'est au lexique. Je vous demanderai de pouvoir retirer les paroles du ministre de l'Environnement. Et des excuses. Je ne peux lui demander de les retirer. Je n'ai pas entendu. Et c'est pour ça qu'il faut que vous demeuriez silencieux. Je vous prie. Maintenant, il y aura une question principale et une seule personne qui aura le droit de parole ici. Silence. Une seule personne aura le droit de parole ici. Je vais entendre cette personne et c'est le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la présidente, à l'évidence, la couleur rouge du salon nous influence ce matin. Donc, j'irai avec une question plus calme. Je vais y aller lentement. Le premier ministre et moi, on s'entend. On s'entend sur une chose, c'est le principe de la laïcité de l'État. Nos divergences, en fait, ne sont que sur l'application du principe. Le Parti québécois est d'avis que lorsqu'on croit un principe, c'est important d'être cohérent et de donner l'exemple. Et sur un élément important, le gouvernement du premier ministre ne donne pas l'exemple en matière de laïcité. La CAQ, en effet, finance à la hauteur d'au moins 160 millions de dollars par année dans au moins 50 écoles à vocation religieuse. Donc, il y a un financement de l'État pour au moins 50 écoles religieuses, des écoles donc qui ne respectent pas nécessairement le programme du ministère et qui laissent beaucoup de place aux religieux dans le cursus scolaire. Et je pense que la grande majorité des Québécois qui nous écoutent en ce moment se posent la question, comme moi, si on est pour la laïcité, pourquoi on envoie 160 millions là? Alors qu'on a un déficit historique, et on l'entend en santé, en éducation, des besoins criants partout. Donc, ma question au premier ministre, elle est la suivante. Comment peut-il se dire en faveur de la laïcité et également en faveur du financement des écoles religieuses à la hauteur de 160 millions de dollars par année? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la présidente, d'abord, là, soyons très clairs. Toutes les écoles au Québec doivent appliquer le programme pédagogique.
Donc, ce que vient de dire le chef du Parti québécois, qu'il y a certaines écoles qui n'appliquent pas le programme pédagogique. S'il connaît des écoles qui n'appliquent pas le programme pédagogique, j'aimerais qu'il nous donne le nom de ces écoles-là. Maintenant, Madame la Présidente, je suis très content que le chef du PQ soit rallié à la CAQ sur la laïcité. Parce que, savez-vous, je vais vous citer ce que disait le chef du Parti québécois il n'y a pas longtemps. Il disait « La laïcité et l'identité québécoise sont deux choses dissociables pour les moins de 40 ans. Le Parti québécois doit désormais parler de l'identité québécoise en faisant référence à la langue française, à la spécificité québécoise et à la culture du Québec. La laïcité n'est pas une composante de l'identité des citoyens du Québec. » Madame la Présidente, quel virage! Quel virage! C'est le même gars qui était contre le nationalisme, qui était contre la laïcité, qui aujourd'hui vient essayer de nous faire la leçon sur la laïcité. Madame la Présidente, on va continuer de se battre pour que dans toutes les écoles du Québec, le principe de la laïcité soit appliqué. Puis nous, on a toujours pensé ça, contrairement au chef du PQ. Première complémentaire. La laïcité, Madame la Présidente, c'est une règle de vivre ensemble. C'est la manière de faire coexister des élèves qui sont de confession musulmane, chrétienne, juive, et des élèves dont les parents sont athées. C'est une règle de vivre ensemble. Et là, il veut que je nomme des écoles, OK? L'école catholique L'Eau Vive à Québec, qui est dotée d'une mission éducative centrée sur les valeurs bibliques. L'école à Montréal musulmane, qui donne des cours de Coran et d'éducation islamique à ses élèves, ou encore l'école juive Beth Jacob, qui fait la promotion de son engagement inébranlable envers les valeurs juives orthodoxes. Réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je continue à citer le chef du Parti québécois. Il a dit « À la source d'un bris de confiance entre le Parti québécois et les Québécois, c'est l'épisode de la Charte des valeurs. Je crois que le Parti québécois doit faire un mea culpa et poser des gestes forts pour mettre un trait non équivoque à cet épisode-là. » Madame la Présidente, le chef mélange tout, là. Le projet pédagogique doit être appliqué. En dehors des heures, il peut y avoir d'autres choses. Donc, Madame la Présidente, c'est lui qui change d'idée, donc qu'il se branche. Deuxième complémentaire. C'est le premier ministre qui est tout mélangé. J'y pose une question toute simple. On est d'accord sur la laïcité. Pourquoi vous financez des écoles qui posent des gestes religieux explicites et constants à la hauteur de 160 millions par année et vous regarderez le bon vieux stratagème pour ne pas répondre? Les trois partis d'opposition connaissent ça. On change le sujet, puis on essaie de créer de la dramatique autour de tout, sauf la question, elle est simple. Pourquoi vous financez 160 millions les écoles religieuses? Est-ce qu'on peut avoir une réponse, s'il vous plaît? Je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre rappel au règlement? Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition a utilisé un mot lexique. On voudrait qu'il soit retiré. Le terme stratagème est prévu, Madame la Présidente. Vous avez raison. Stratagème est là, mais je vais double vérifier, si vous permettez, pour ne pas commettre d'erreur. Alors. Vous êtes d'accord? Alors, la réponse, je vous prie. Oui. Madame la Présidente, le chef du PQ a dit clairement, a même écrit que la laïcité, ce n'est pas une valeur québécoise. Moi, j'aimerais savoir s'il a changé d'idée, parce que cette semaine, quand il dit qu'il ne faudrait pas mixer des enfants de souche avec des enfants d'immigrants, moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi sa proposition exactement? En question principale, je reconnais maintenant le député de Maurice-Richard. Que Goldman Sachs ou d'autres investisseurs nous demandent des choses, je pense que c'est normal, mais la réponse c'est non. Fin de la citation. Hier, le Premier ministre a été clair. Il a fermé la porte à toute aide supplémentaire à Northvolt, que ce soit en ajoutant des sommes supplémentaires ou en cédant les garanties que le Québec détient dans le projet.
on pensait que l'affaire était close. Mais ce matin, dans Radio-Canada, on lit que le gouvernement continue à négocier avec Goldman Sachs et qu'il est prêt à faire des concessions en lien avec l'investissement québécois dans la maison mère. Donc, si ce n'est pas des concessions sur nos garanties, ni de l'argent supplémentaire, est-ce que la ministre de l'Économie peut nous dire quelles concessions elle est prête à faire avec l'argent des Québécoises et des Québécois? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je réitère ce qu'on a énoncé et rappelé hier, à savoir qu'on travaille pour assurer la protection des intérêts québécois et pour faire en sorte que le projet se réalise bel et bien au Québec. C'est une orientation qui est importante pour notre gouvernement. On travaille à déployer la filière batterie et on va continuer à s'investir dans ce projet-là. Il faut voir que la filière batterie a par ailleurs 20 projets en cours répartis dans la moitié des régions du Québec. Alors, c'est vraiment déterminant pour l'avenir industriel du Québec et c'est un projet qui est constructif et on va continuer à s'y investir. Merci. Alors voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.